je suis aussi de la majorité des accusateurs. Il y a une opposition corrompue et que la véritable opposition n'a pas mot au chapitre. Chaque fois que les véritables opposants veulent parler, ils sont muselés, ils sont flanqués en prison, s'ils ont la chance. Comme qui, par exemple? Bon, il y a par exemple Franck Diongo. Il y a par exemple Jean-Pierre Bemba, qui croupit pendant une dizaine d'années à La Haye. Il y a aussi un type tel que Mokia. Et puis, je ne crois pas à l'opposition de M. Tshisekedi. Je répète ça et je répéterai ça depuis longtemps. Et je continue à le dire. Écoutez, moi je le répète, je ne crois pas que M. Tshisekedi a été un opposant pendant toute sa carrière, parce que nous connaissons très bien sa carrière. Ce n'est pas caché à tout le monde. Moi je ne suis pas son fanatique, mais je sais qu'il a été l'un des hommes, si pas les plus populaires des politiciens congolais. Plus que Patrice Emery Lumumba, plus que Mobutu. M. Tshisekedi a été le plus populaire. Mais son populisme n'a rien produit. Croyez-vous que le christianisme a-t-il réussi à sa mission en Afrique ou au Congo? Bon, la bonne nouvelle est que le Dieu n'existe pas. Le Dieu auquel vous croyez n'existe pas. Le Dieu d'Israël. Et la mauvaise nouvelle est que s'il existe, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? S'il était omniscient, s'il était omnipotent, s'il était omniprésent, je pense que le monde serait pacifié, le monde serait calme. Et il serait comme un prophète de discipline dans une école pour admonester tout celui qui oserait causer du tort à l'autre. L'héritier de la presse congolaise, Fiston Pelene, Tata ya Djobu. L'héritier de la presse congolaise, Fiston Pelene, Tata ya Djobu. L'héritier de la presse congolaise, Fiston Pelene, Tata ya Djobu. L'héritier de la presse congolaise, Fiston Pelene, Tata ya Djobu. L'héritier de la presse congolaise, Fiston Pelene, Tata ya Djobu. L'héritier de la presse congolaise, Fiston Pelene. Voilà, Congolais que nous sommes pendant l'hiver, on doit commencer avec 4 tasses de café. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Merci de la confiance que vous accordez à cette émission Loco le Plus sur les www.rdcongo.info.com. Pour tous ceux qui me connaissent, j'en suis très flatté. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je m'appelle Fiston Pelé de Tata ya Sedek. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, mesdames et messieurs, nous recevons encore pour la énième fois celui qu'on appelle les leaders de l'opposition de la diaspora. Moi, je l'ai surnommé comme ça. Vous le connaissez très bien, il s'appelle Chevadar Bill Kilele. Il est le président national du PNC, Parti national congolais. Les chefs se sont en Afrique du Sud. Elle est habituée de cette émission. Avec lui, nous allons parcourir l'actualité politique et l'actualité démocratique du Congo en particulier, mais aussi l'actualité de l'Afrique noire. Bonsoir, M. Kilele. Bonsoir, Fiston. Comment vous allez? Je vais bien, malgré le froid, je vais bien. Ça fait un bail, hein, dans cette émission. Oui, c'est vrai. C'est peut-être votre programme qui avait pris fuite de moi. Mais moi, je suis là, je suis toujours dispo
aux médias, tout celui qui veut les contacter. Je suis là. C'est question de prendre rendez-vous avec moi. Voilà, pour un rappel à nos téléspectateurs, M. Jemadar Bibil Kilele, il est enseignant, il est aussi président des partis politiques PNC, Parti national congolais. Tous les sièges se trouvent ici en Afrique du Sud. Bientôt, vous allez voir les PNC en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tout au début, mesdames et messieurs, nous allons parcourir la qualité politique des Républiques démocratiques du Congo. Sans plus tarder, mais aussi de l'Afrique, sans plus tarder, Monsieur le Président, il vient de avoir les sommets États-Unis-Afrique, où les États-Unis ont reconnu qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs en investissant en Asie au lieu d'Afrique. Aujourd'hui, l'Asie leur a tourné les dos. Si ils avaient investi en Afrique, peut-être que l'Afrique allait devenir plus que l'Europe, d'après M. Obama. C'est quoi votre avis? Est-ce que les sommets États-Unis-Afrique par rapport au sommet France-Afrique, comment gérez-vous ça? Merci. Il faudra qu'on fasse un parallélisme là-dessus. C'était une très bonne question. Mais d'abord, nous devons dire que ça ne rentre pas dans la logique proverbiale du proverbe qui dit « mieux vaut tard que jamais ». Je suis un peu sceptique de la sincérité des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Au moins encore de la sincérité de la France-Afrique et presque de tout le bloc occidental vis-à-vis de l'Afrique. Donc il n'y a pas de mieux tard que jamais, moins encore de mieux tôt que jamais. Parce que ces pays occidentaux savent ce qu'ils font en Afrique et savent ce qu'ils ont toujours fait en Afrique. Il n'y a pas eu de retard et nous demeurons sceptiques quant à accepter le mea culpa de l'Amérique vis-à-vis de l'Afrique. Oui, les médias, les analystes disent que les États-Unis se sont réveillés un peu en retard et se sont vus un peu court-circuités par la Chine et certaines puissances asiatiques qui sont venues leur emboîter les pas en Afrique en investissant. Je ne pense pas tellement parce que l'Amérique a colonisé et recolonisé l'Afrique depuis longtemps. Parce que qui dit la politique au monde dit l'Amérique. Et rien ne peut se passer sans que ça tombe dans les girons du système d'information et du système politique américain. Les Européens sont des sous-traitants des Américains politiquement. On peut les appeler peut-être des porte-valises des Américains, et parce que tout ce qu'ils font, ils reçoivent les ordres de l'Amérique pour traiter l'Afrique comme ils l'ont toujours traité. Donc l'Amérique n'a pas été absente de l'Afrique, elle a toujours été là-bas, mais elle avait son agenda, c'est placer les hommes qu'elle voulait au pouvoir et exploiter à qui mieux l'Afrique comme ils l'ont fait, plus particulièrement avec notre pays, les Congo. Oui, le sommet a eu lieu, mais nous ne pensons pas que ce sommet va apporter le changement tant espéré en Afrique. Parce que la somme dont on a parlé qu'on doit partager entre 53 pays africains, c'est une somme minime qu'un pays qui est mieux organisé peut produire lui-même, sans attendre cette manne tombée d'une si grande puissance telle que l'Amérique qui a exploité le monde entier. Parce que toutes les guerres américaines, ce sont les guerres d'exploitation. Et en exploitant, ils ont amassé tant de richesses qu'ils ont volé, pillé, partout ils ont mené ces guerres d'exploitation. Donc, donner une quarantaine de milliards ou une cinquantaine de milliards aux pays africains, c'est une injure. Les présidents africains sont allés en Afrique, enfin aux États-Unis, pour recevoir des leçons qu'ils ont toujours reçues de leurs maîtres. Et nous n'avions pas vu un passage
de présidents africains devant la tribune où chacun devait donner son opinion sur la façon dont les relations commerciales doivent se dérouler entre l'Afrique et les États-Unis. Par contre, ils sont allés, comme d'habitude, recevoir des ordres de leurs maîtres. C'était comme des élèves dans une classe recevant des ordres. À part la petite image que nous avons vue de leurs représentants au Congo, M. Hippolyte Kajambere Kanambe, qu'on a vu être présenté par John Kerry, et cette image nous en dit tant pourquoi on l'a présenté et non pas les autres devant les gens. À part cela, nous n'avons pas vu, par exemple, l'opinion de l'Afrique du Sud, l'opinion du Congo. Qu'est-ce que le Congo dit dans cet accord commercial? Si accord il y a, je pense qu'il y a une imposition où l'Amérique dit quoi, moi j'ai produit 10 produits, ça satisfait déjà ma population, et je voudrais que le surplus soit vendu chez vous. Mais il ne dit pas que, écoutez, l'Afrique, vous produisez 4 produits, eh bien, j'ai besoin de 3 produits de vos produits. Mais vous, vous allez consommer mes produits. C'est ce qui est allé se passer aux États-Unis. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils font des produits africains. L'Afrique produit des mangues, l'Afrique produit des ananas, l'Afrique produit tout ce que nous pouvons produire comme produits agricoles et tout comme minier. On ne nous dit pas qui fixe ces prix. Est-ce que les Africains ont la souveraineté de pouvoir fixer les prix de leurs produits? Je ne pense pas. Donc, je pense que ça n'a pas tellement été transparent, c'est toujours la continuation de la recolonisation et de l'impérialisme de l'Amérique vis-à-vis de petits pays qui sont les pays africains qui n'ont aucun mot à dire devant ces gens. Parallèlement au sommet, aux plusieurs sommets France-Afrique, et vraiment le terme est bien choisi, France-Afrique. Il y a même des documentaires que nous suivons à la télévision, La France-Afrique, un documentaire scandaleux qui révèle du comportement pendant une cinquantaine d'années de la France en Afrique, comment est-ce que la France a réussi à placer ses poulets au pouvoir. Donc la France a toujours été présente en Afrique et elle a continué à faire ce montage qu'elle a toujours fait en recolonisant l'Afrique. L'un des sommets les plus populaires qu'il y a eu lien entre la France et l'Afrique, c'est le sommet de la Baule, à l'époque du président François Mitterrand. Quand François Mitterrand a dit que les présidents africains devraient s'arrimer sur la nouvelle donne de la démocratie en Afrique. Et ça signifie qu'ils voulaient donner un ordre à ceux qu'ils ont appelés dictateurs de quitter la dictature et de s'enregistrer dans la démarche démocratique. Et ce qui n'était pas vrai parce que ce sont eux qui ont placé ceux qu'ils accusaient de dictature au pouvoir et qui les ont maintenus pendant tout ce temps avant de pouvoir exploiter toujours l'Afrique comme ils l'ont toujours dit, ils l'ont toujours fait. Alors, les sommets États-Unis-Afrique, France-Afrique,